Olivier Faure, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Premier secrétaire du Parti Socialiste. Hier matin, à votre place, je recevais le professeur Arnaud Fontanet du Conseil scientifique, épidémiologiste à l'Institut Pasteur. Il craignait une épidémie dans l'épidémie. C'est ce qu'il nous annonçait avec ce variant anglais et peut-être d'autres variants. Vous avez rencontré le Premier ministre hier matin. Que vous a-t-il dit? Que prépare le gouvernement? Nouveau confinement? Couvre-feu généralisé? Faut-il durcir les mesures déjà prises? Je ne l'ai pas rencontré hier matin parce qu'il rencontrait les présidents de groupe. Oui, les présidents de groupe, oui. Mais pardon, je sais ce qu'il a dit, effectivement. Oui. Et il a été, en réalité, assez flou, malheureusement, expliquant qu'il y avait possibilité, en dernier recours, d'aller vers un reconfinement, mais que pour l'instant, le couvre-feu pouvait suffire. Oui. Bon, voilà la position que défend le gouvernement. Moi, j'aimerais que ce gouvernement n'agisse pas toujours en dernier recours, ne soit pas toujours en manque d'anticipation. Alors, qu'aimeriez-vous? Que le gouvernement annonce un couvre-feu généralisé? Que le gouvernement annonce un reconfinement? Qu'aimeriez-vous? J'aimerais d'abord qu'il fasse la transparence sur ce qu'il sait. La transparence sur les mesures que nous pouvons prendre, les études d'impact sanitaire, économique, social. Qui sait aujourd'hui ce que vont donner les fêtes du 31? Qui le sait? Personne. Il faut attendre encore 2-3 jours. Ce que l'on sait, ce qu'on sait modéliser, oui, ce sont les conséquences de telle ou telle mesure que l'on aurait à prendre. Ce seraient les conséquences sur le plan social, les conséquences sur le plan économique, oui, et évidemment les conséquences sur le plan sanitaire. On sait à peu près ce que provoque un confinement, ce que provoque un couvre-feu, ce que provoque... Alors, quelle décision prendriez-vous aujourd'hui? Et donc, moi, je souhaite qu'en fonction des données qui viendront dans les prochains jours, on puisse prendre des décisions tôt pour ne pas avoir à courir derrière un virus qui est aujourd'hui en phase exponentielle. Mais alors, quelle décision prendriez-vous aujourd'hui? Je pense qu'il faudrait, par exemple, si on s'aperçoit que le 31 décembre a été la cause d'une montée exponentielle, si on voit que le variant anglais est désormais présent sur tout le territoire, eh bien, il faut avoir des mesures qui soient les mesures les plus fermes possibles. C'est-à-dire aller vers un confinement partiel ou total, faire en sorte aussi que nous puissions gagner cette course de vitesse sur le vaccin, commencer à vacciner d'abord les départements les plus impactés, dans l'ordre qui a été indiqué, c'est-à-dire d'abord les gens dans les EHPAD, puis les soignants, puis les personnes âgées de plus de 75 ans, etc., etc., mais le faire avec une volonté qui soit celle d'adapter en permanence notre stratégie à ce qu'est ce virus, qui est un virus galopant. Olivier Faure, aujourd'hui, épidémie dans l'épidémie, on attend les résultats effectivement de ce qui s'est passé le 31 décembre, on attend des enquêtes sur le variant anglais, la présence ou pas en masse de ce variant anglais, et ensuite des décisions seront prises, elles seront prises jeudi. Un confinement, un reconfinement ne vous choquerait pas? Mais rien ne me choque. Si l'épidémie repart vraiment, un reconfinement ne vous choquerait pas? Rien ne me choque qui protège les Françaises et les Français. Ce qui me choque, c'est l'absence d'anticipation. Ce qui me choque, c'est le fait qu'en permanence, on donne le sentiment d'avoir un temps de retard. Mais comment peut-on anticiper sans avoir les chiffres? Je ne comprends pas très bien là. Mais je prends l'exemple, par exemple, du vaccin. Qu'est-ce que s'est-il passé? Là, je vous parler du vaccin. Oui, mais parlons des mesures. Mais c'est une mesure de confinement. Oui, non, mais on est d'accord. Mais parlons des mesures de confinement ou des couvre-feux. Que feriez-vous aujourd'hui sans avoir les chiffres? Je vous l'ai dit. Vous annonceriez... Non, mais sans avoir les chiffres, je ne veux pas m'avancer avant d'avoir les chiffres moi aussi. C'est la raison pour laquelle je demande la plus grande transparence pour qu'on puisse s'accorder sur des scénarios. Moi, je ne suis pas en train de dire au gouvernement que je vais profiter de la crise pour lui asséner mes vérités. Ce que je veux, c'est qu'on puisse prendre une décision qui soit la plus collective possible pour permettre d'entraîner ce pays sur des bases qui soient des bases communes, claires, qui permettent à chacun de comprendre... Regardez ce qui se passe à Marseille. Oui. Marseille, vous connaissez bien Marseille. Oui. Nous avons la première adjointe qui dit il faudrait confiner, et nous avons le maire qui dit je ne sais pas si c'est supportable. Vous voyez, même au sein même. Mais les deux sont vrais. Moi, je sais très bien que ce serait très difficile à supporter un nouveau confinement. Mais si c'est la condition pour faire en sorte que les Françaises et les Français soient protégés, alors il faudra y aller. Et plutôt le faire tôt que tard. Parce que vous savez très bien que quand on confine tôt, eh bien, la possibilité, c'est de stopper l'hémorragie, en fait, que le virus se diffuse trop rapidement et qu'il sature nos services hospitaliers. Et si on le fait tard, eh bien là, on court après le virus et c'est dans des conditions dans lesquelles on ne peut plus jamais rattraper le temps perdu. Donc je préfère qu'on prenne des mesures drastiques tôt plutôt que tard parce que c'est la meilleure façon, de mon point de vue, de faire en sorte que nous ne soyons pas demain contraints à une épidémie dans l'épidémie. Donc on confine.
Donc, on peut confiner, on verra en fonction des prévision. résultats, mais en tout cas, ça ne me choquerait pas. Je Ça vous préfère choquerait cela pas. plutôt que d'avoir à courir derrière le virus. Le gouvernement va proposer le prolongement de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. C'était indispensable, c'est indispensable. Examen à l'Assemblée nationale le 18 janvier. Normalement, la mesure d'urgence, c'est fait pour régler l'urgence. Ensuite, quand on est dans une situation qui dure et qui dure depuis 1 an, on n'est plus vraiment dans cette situation-là. Et moi, je souhaite qu'on ne confine pas la démocratie, qu'on arrête de légiférer par ordonnance, qu'on arrête de faire en sorte que ce soit toujours renvoyer au Conseil de défense les grandes décisions, alors même que nous avons besoin de partager ces décisions. Ça n'est pas simplement le parlementaire qui vous parle en vous disant « je voudrais absolument… » Non, je pense qu'un pays, si on veut l'entraîner, et on voit bien les craintes, la défiance qui est aujourd'hui à l'œuvre vis-à-vis de ce gouvernement sur tous les grands sujets. Et donc, ça suppose de partager la décision, que ce soit que les données soient en open data, qu'on ait la possibilité de se faire son propre avis, qu'on comprenne quelles sont les décisions et comment elles se justifient. Et même que le gouvernement cherche à asseoir ses décisions sur un accord qui soit le plus large possible, ne pas être tout le temps dans la défiance vis-à-vis des collectivités locales. Avant chaque décision gouvernementale, on devrait consulter le Parlement. On devrait consulter le Parlement, les collectivités. Oui, les collectivités. Ça peut aller très vite. Oui. Ça peut. S'il faut consulter l'Assemblée nationale, le Sénat, les régions, les départements, les maires. Ça va prendre du temps, non? Non, ça ne prend pas de temps. Vous avez des organisations qui représentent chacune. Enfin, regardez France Urbaine qui vient de prendre position à plusieurs reprises pour dire au gouvernement nous sommes prêts à aider le gouvernement sur la question de la stratégie vaccinale. Bon, ça prend quoi? Ça prend 10 minutes d'appeler Johanna Roland, maire de Nantes, présidente de France Urbaine, et de voir avec elle quelles sont les conditions dans lesquelles pourrait se déployer le vaccin. Voilà des conditions. Enfin, moi, j'aimerais que ce soit qu'on fasse confiance. Qu'on fasse confiance à des gens qui connaissent leur territoire, qui savent exactement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, qui savent aussi comment on déploie une stratégie vaccinale, comment on fait pour qu'on ait des vaccinodromes, qui sont les gens qui peuvent intervenir, comment est-ce qu'on peut faire pour que la course contre la montre qui est engagée, eh bien, ce soit nous qui la gagnons. 138 000 personnes vaccinées, ça a démarré très lentement, ça s'accélère, avec le choix effectivement des départements de vacciner dans les départements les plus touchés par l'épidémie. Je regardais la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui dit: est-ce que les plus âgés, les résidents des EHPAD sont des cobayes parce que vaccinés avec Pfizer-BioNTech? Il insinue que ce sont des cobayes parce que vaccinés avec Pfizer-BioNTech. Vous avez les mêmes réticences? Je suis stupéfait quand j'entends ce type de réaction, parce que s'il y a un espoir qui s'est levé en 2021, c'est celui du vaccin. Vous pensez à ces grands-parents qui ne peuvent plus voir leurs enfants, leurs petits-enfants, qui ne savent pas ce qu'il leur reste de vie de toute façon à vivre, et qui peut-être ne pourront plus jamais rencontrer les leurs. Tous ces Noëls qui se sont passés sans les uns, sans les autres, où on ne peut plus s'embrasser, se toucher, tout simplement vivre. Mais le vaccin, c'est la solution. Le vaccin, c'est même la seule solution. Mais quand vous entendez donc, Samia Ghali, qui est adjointe socialiste au maire, elle est plus socialiste. Mais je ne suis pas d'accord. Elle a été socialiste au maire de Marseille, qui ne veut pas se faire vacciner. Mais quelle que soit la sensibilité de ces gens-là, je suis pour le vaccin. Je le suis fondamentalement. Je suis, comme beaucoup de Françaises et de Français, un enfant de Pasteur. C'est parce que nous avons eu le vaccin que nous avons réussi à vaincre les grandes épidémies. Nous avons réussi à faire en sorte que les grandes pandémies qui frappaient pendant des siècles notre continent ont pu disparaître. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même responsabilité. Nous devons aussi faire en sorte que ça disparaisse. Il faut qu'on en finisse. Vous voulez vivre avec un masque toute votre vie? Moi, non. Moi, je veux vivre à nouveau en pouvant approcher les miens, en n'ayant pas peur, ne pas penser que toutes celles et ceux que je côtoie sont potentiellement des menaces pour moi ou pour ma famille. Je n'en peux plus. Et donc, je souhaite que, évidemment, nous puissions avancer. Autre polémique, arrêt de travail automatique en cas de suspicion de cas de Covid, isolement plus rapide, ça permet d'éviter l'engorgement des cabinets médicaux. On déclare donc sur le site de l'assurance maladie qu'on est atteint par la maladie, pas de délai de carence. Bonne idée ou pas? Bonne mesure ou pas? Oui, bonne mesure. Polémique, ça aussi. Polémique. Bonne mesure quand même. Là aussi, reconnaissons, quand on doit reconnaître les choses, c'est une bonne mesure. Pourquoi? Parce que on ne peut pas laisser des gens continuer à circuler. Le délai de carence, c'était quoi? C'était la possibilité de se voir amputer une part de son salaire, avec des gens qui
ayant des moyens modestes, préfèrent être dans l'incertitude sur leur propre santé et puis continuer à aller travailler. Et dans ce moment-là, contaminer leurs collègues de boulot. Donc oui, c'est une bonne mesure. Olivier Faure, parlons des conséquences de cette crise terrible. Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, évidemment, conséquences sur les jeunes. Oui. Est-ce que vous êtes favorable? Il faut accélérer sur le RSA à partir de 18 ans? Oui. Absolument? Oui. Oui. Oui, parce que vous avez vu ces jeunes qui sont étudiants ou chômeurs, qui sont dans une détresse. Vous parliez de Marseille. À Marseille, c'était dans la fédération du PS, où on distribuait pendant le premier confinement, et peut-être encore aujourd'hui, des repas, des paniers repas tous les jours aux étudiants. Oui. Il faut voir, c'est que, en fait, ces jeunes qui rentrent dans la vie et qui rentrent, en commençant par la soupe populaire, qui ne peuvent plus... aujourd'hui, se loger dans de bonnes conditions, qui ne peuvent plus manger, qui sont isolés. Eh bien oui, dans des moments comme cela, il faut évoluer, il faut considérer que... 580 €, ça va changer leur vie? Ça va la soulager. Ça va la soulager. Je ne dis pas que... Vous avez 150 000 jeunes qui avaient des petits boulots. Vous savez très bien qu'il y a des gens, des jeunes, qui n'ont pas de parents pour les soutenir et leur payer leurs études. Au moins provisoirement. Au moins provisoirement. Au moins provisoirement. Moi, je souhaite aller plus loin. Je souhaite qu'on puisse aller vers un revenu de base comme 18 départements socialistes l'ont proposé en remodelant complètement l'aide sociale et notamment pour les plus jeunes. Mais effectivement, au moins provisoirement, pendant cette crise, il est indispensable de soutenir des jeunes qui sont en état de... je porterai cette demande auprès de Bruno Le Maire que je recevrai vendredi matin ici même. Vous feriez. Oui. Bien sûr, parce que je pense effectivement à tous ces jeunes qui n'arrivent plus, qui avaient des petits boulots et qui n'arrivent plus à boucler. Dans la restauration. Alors, il y a aussi pour les plus précaires l'idée d'un chèque. D'un chèque qui leur permettrait de traverser cette crise, comme ça se fait aux États-Unis, par exemple. Ça aussi, c'est une bonne idée ou pas? Oui, bien sûr. Quand on voit aujourd'hui que dans le plan de relance, en fait, vous avez 2% du plan de relance qui est consacré à la relance de la demande. Et donc, au soutien des personnes les plus fragiles. Oui, effectivement, on doit faire. Il y a des moments où il ne faut pas se poser de questions. Je sais bien que c'est impensable pour des libéraux. Mais justement, dans un moment comme ceux cette crise qui a révélé tant de choses, qui a révélé l'indispensable État-providence. On avait tellement glosé sur les services publics. Et bien aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont le soutien, l'appui sur lequel nous sommes tous à attendre, parce que ça tient l'État. Ça tient ce pays. Et donc, oui, il faut évidemment aider celles et ceux qui sont dans la plus grande précarité. Et puis, je vous cite, vous voulez que les profiteurs de la crise soient mis à contribution pour rembourser la dette. Mais comment? Comment? Tout simplement. Enfin, vous savez que depuis le début de ce quinquennat, on a fait tout l'inverse. On a dit, les premiers de cordée, il faut les rendre plus riches encore parce qu'un jour, ça finira par ruisseler sur les autres. Oui. Est-ce que vous avez vu le ruissellement, Jean-Jacques Baudin? Est-ce que vous avez vu les gens dont on vient de parler? Est-ce qu'on a vu des gouttes même leur tomber dessus? Rien. Donc aujourd'hui, il faut évidemment dire qui va payer. Donc il y a un débat sur la dette elle-même. Est-ce qu'on annule la dette Covid ou pas? Et puis, il y a un débat sur ce qui ne sera pas annulé ou ce qui ne peut pas l'être. Qui doit le rembourser? Est-ce que ce sont les classes moyennes, comme toujours, qui doivent en supporter le prix? Ou est-ce que ça doit être ceux qui ont formidablement profité? Je ne dis pas qu'ils l'ont fait exprès, mais les GAFAM, Amazon, la grande distribution, les laboratoires pharmaceutiques, dont on voit que les prix qui sont pratiqués pour le vaccin ne sont pas des prix de marché, mais sont des prix qui sont en réalité des prix qui tiennent compte de ce que l'État est prêt à payer. Et donc, qui sont dans une logique purement marchande. Et donc, oui, il y a un sujet. Il faut que ce soit aussi ceux qui ont profité indirectement de cette crise qui puissent aujourd'hui en payer. On taxe les vaccins? Je ne comprends pas très bien là, sur les laboratoires, sur les vaccins. Ça veut dire que toutes celles et ceux... Un vaccin BioNTech Pfizer, la dose est à 14 ou 15 € à peu près. Oui, vous avez vu le nombre de doses qu'ils vont distribuer. Oui. Vous pensez que... qu'est-ce qu'on fait en taxe? Je ne comprends pas là, comment fait-on? Ça veut dire qu'il faut revoir la fiscalité des GAFAM, de la grande distribution, des labos pharmaceutiques. Il faut qu'il y ait peut-être un prélèvement exceptionnel qui permette que chacun prenne sa part de l'effort qui est un effort mondial. On ne peut pas toujours dire les mêmes devront payer. Pourquoi ce serait toujours les mêmes? Elle a la compétence, la force de conviction, la combativité, l'expérience de qui parlent de nombreux socialistes.
Ah, à vous de me le dire. Vous le savez. Oui, je pense. Ouais, Anne Hidalgo. Anne Oui. Hidalgo, c'est votre candidate pour 2022? Pour le Franchement. moment, je n'ai pas de candidate. Oui. Parce que je considère que nous n'en sommes pas encore là et que nous devons commencer par travailler sur un projet commun et ensuite de voir qui en est la meilleure incarnation, qui peut nous emmener à la victoire et qui saurait gouverner ce pays. Mais est-ce que vous souhaitez qu'elle soit candidate à la présidentielle? Je pense que ce serait une excellente présidente de la République. Je ne sais pas si elle sera candidate. Oui. Mais si elle est candidate, vous la soutiendrez? Nous verrons à ce moment-là qui sont les autres candidatures. Je ne veux pas. Valérie a Rabault, priori... qui préside le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, la soutient. Eh ben, très bien. Patrick Kanner, qui préside le groupe socialiste au Sénat, la soutient. Très bien. Et vous, premier secrétaire du Parti socialiste, vous la soutenez? Moi, je rappelle la règle. La Oui. règle, c'est que nous n'en sommes pas encore là. Nous devons commencer par avoir une longue procédure qui nous emmène au projet, négocier avec nos partenaires, arriver à une coalition qui serait neuve, une coalition Avec les écologistes. notamment avec les écologistes, et faire en sorte ensuite de chercher quelle est la meilleure incarnation. Si je vous disais aujourd'hui que le choix est déjà décidé, ce sera forcément... Non, mais bien sûr, Non. bien sûr, Olivier Faure. Mais vous parlez de coalition avec les écologistes. Vous êtes incapable de la mettre en place, cette coalition avec les écologistes, dans certaines régions. Mais Comment vous voulez-vous verrez que dans- l'électeur comprenne? Vous verrez, Jean-Jacques Bourdin, que dans toutes les régions de France, au deuxième tour de l'élection régionale, il y aura un accord entre socialistes et écologistes. Et au premier tour, dans certaines régions seulement. Malheureusement, j'aurais souhaité qu'on aille plus loin. Ils ne le souhaitent pas. Mais Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de Loire, Île-de-France. Mais aucun accord? Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous dire que partout, il y aura un accord au second tour. Et sur le premier tour, j'aurais voulu aller plus loin. Ils ne le souhaitent pas, je le comprends. Et on verra bien. Mais en tout cas, on sait bien, les uns comme les autres, que pour l'élection présidentielle, si vous voulez avoir une chance, augmenter vos chances de victoire, être au second tour de l'élection présidentielle, ne pas laisser se reproduire le duo Macron-Le Pen, eh bien, vous devez vous allier. Et vous allier sur un projet concret, pas simplement sur de quelques slogans, mais aller au fond des choses, travailler en lien avec la société civile organisée, avec les Françaises et les Français, et faire en sorte d'avoir un projet qui soit le plus partagé possible et gagner l'élection présidentielle. Pourquoi dites-vous que François Hollande tire contre son camp? Ça peut lui arriver, comme d'autres. Oui. Et donc, je le dis parce que... Est-il encore écouté par les socialistes, François Hollande? Il doit être encore écouté, oui. Et même, je pense que c'est nécessaire de l'écouter encore. Il a une expérience. Il a été président de la République. Mais on n'est jamais terminé politiquement. Simplement, il faut donner aujourd'hui sa chance à cette nouvelle génération. Tous ces maires dont on vient de parler, de Nantes, de Rennes, de Montpellier, de Rouen, je pourrais citer tellement de villes qui sont aujourd'hui ces villes où vous avez des gens exemplaires, qui ont compris depuis longtemps comment il fallait faire vivre ensemble le social, l'écologie, la démocratie, le féminisme, les valeurs républicaines. Ces jeunes mères-là, cette nouvelle génération, elle est là, cette génération d'espoir qui peut permettre de réveiller l'espoir en 2022. Et moi, je souhaite qu'on la laisse aussi un moment éclore, qu'on ne soit pas tout le temps en train de lui dire ce qu'elle devrait faire ou laisser penser que c'est à elle qu'on doit les défaites passées. Parce que ce serait quand même formidable de laisser penser que c'est cette direction actuelle qui est responsable de ce qui s'est passé précédemment. Je vais vous poser une dernière question un peu iconoclaste. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Olivier Faure. Invasion du Capitole par les partisans de Trump. Trump censuré par Twitter. Doute sur les vaccins. Protectionnisme. Dénonciation de l'Europe sur le Brexit. Les vaccins. Le plan de relance. Ne trouvez-vous pas que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon partagent de plus en plus souvent les mêmes idées? Bon, je ne veux pas les mettre sur un même plan parce que je connais Jean-Luc Mélenchon, je connais aussi celles et ceux qui l'accompagnent et je sais que ils sont à l'opposé de ce que défend Marine Le Pen. Ils sont consubstantiellement antiracistes et je ne peux pas imaginer un seul instant que à un moment, on ait cette espèce de fusion qu'on appelle la fusion des rouges et des bruns. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas et malheureusement, je vois que parfois, il y a des points de vue qui peuvent se ressembler, mais qui ne peuvent pas se rassembler. Et je souhaite au contraire, et c'est la raison pour laquelle, à de nombreux moments, il y a un danger de rassemblement? Non, je ne le pense pas. En tout cas, je ne pense pas que celles et ceux qui dirigent les Insoumis soient en situation, en volonté et en situation, un jour, de rejoindre Marine Le Pen. Et l'inverse, pareillement.
Ce que je crains, en revanche, c'est qu'il y ait un moment une fusion des électorats à force de laisser penser que l'adversaire, ce serait principalement le social-démocrate ou même le libéral, et qu'il y aurait finalement une forme de confusion organisée. Il y a des ennemis dans la République, il y a des adversaires, et je ne les mélange pas. Et donc, j'aimerais que tout le monde y revienne. De la même façon, c'est pour ça que je suis intervenu à plusieurs reprises sur la République, pour essayer de ramener chacun d'entre nous. Non pas que je fasse un procès à qui que ce soit, mais je sais à quel point aussi les dérives sont possibles. Et donc, je rappelle que nous avons un ADN commun à toute la gauche, qui est la République, qui est la défense de la laïcité, qui est en fait ce que nous avons porté depuis la Révolution française. Et donc j'y tiens, et je souhaite que chacun mette la même ardeur à défendre ces valeurs qui nous ont finalement formés, éduqués et émancipés de nos propres conditions. Merci Olivier Faure d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.